Mesdames et messieurs, bienvenue sur Rediff TVNet. Aujourd'hui, sous nos yeux s'opère une manipulation sans précédent des textes sacrés de notre République. On vous parle de transition, d'adaptation ou encore d'évolution. Mais derrière ce rideau de fumée juridique, se joue l'assassinat de la volonté populaire exprimée le 12 octobre 2025. Analysons ensemble, avec la précision d'un scalpel, comment le droit est utilisé contre le droit pour faciliter un crime contre la souveraineté du peuple. Si une modification constitutionnelle crée un poste de vice-président qui achève le mandat sans passer par une élection, ne sommes-nous pas en train de passer d'une souveraineté appartenant au peuple qui choisit son chef à une souveraineté appartenant à un individu qui choisit son successeur? Cette modification n'est-elle pas, au sens de l'article 64, une atteinte à la forme républicaine de l'État et aux principes démocratiques, puisque la République ou la démocratie suppose que le mandat ne se transmet pas, mais se conquiert devant le peuple? Pour justifier le braquage de la Constitution, les fossoyeurs de la République pensent avoir trouvé leur bouclier dans l'article 2, alinéa 2, qui dispose, je cite, « Les autorités chargées de diriger l'État tiennent leur pouvoir du peuple par voie d'élection au suffrage universel direct ou indirect, sauf disposition contraire de la présente Constitution. » Ils s'accrochent à ce dernier fragment, sauf disposition contraire. Pour eux, cela signifierait que la Constitution peut, par une simple révision, créer une autorité, un président de la République, qui ne tiendrait pas son pouvoir de l'élection, mais d'une nomination. Procédons à la déconstruction de ce mensonge. Ce sauf disposition contraire n'est pas un chèque en blanc pour transformer la République en monarchie. Il vise des autorités spécifiques, comme certains sénateurs ou membres d'autres institutions secondaires. L'alinéa 2 ne peut jamais annuler l'impératif de l'alinéa 1. Rappelons-le, aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté. Si un vice-président nommé exerce le pouvoir présidentiel sans onction populaire, il viole l'essence même de l'article 2. Utilisez une exception technique, le sauf. Pour renverser le principe général, l'élection, ça s'appelle en droit un abus de droit. C'est utiliser la loi pour détruire l'esprit de la loi. Le Parlement a-t-il le pouvoir de donner à un individu une autorité que seul le peuple peut conférer par le vote? Si vous répondez oui, cela signifie que le Parlement est au-dessus du peuple, ce qui contredit l'article 2 alinéa 1 qui dit que la souveraineté appartient au peuple. Si vous répondez non, alors le vice-président peut bien exister en tant que collaborateur, mais il ne peut pas achever le mandat présidentiel car ce mandat est un contrat intuitu personné entre un candidat et ses électeurs. Dès lors, en permettant à un tiers non élu de terminer un mandat présidentiel, ne vide-t-on pas l'élection de sa substance? Et si l'élection n'est plus la source exclusive du pouvoir suprême, ne portons-nous pas atteinte au principe démocratique que l'article 64 déclare pourtant inaltérable? Une majorité parlementaire a-t-elle le droit de voter une loi qui détruit les fondements mêmes qui lui permettent d'exister? Si l'on suit la logique de la majorité peut tout faire, alors une majorité parlementaire pourrait, par un simple vote, décider d'abolir les élections pour les 50 prochaines années ou de supprimer l'article 2 qui dit que la souveraineté appartient au peuple. Diriez-vous dans ce cas aussi que c'est la loi et elle doit être respectée? C'est ici que l'article 64 prend tout son sens. Il n'a pas été écrit pour l'opposition, mais pour protéger la République contre les excès de n'importe quelle majorité, y compris l'actuelle. Si la majorité peut modifier la Constitution pour permettre à un individu non élu de diriger l'État, ne sommes-nous pas en train de confondre démocratie, pouvoir du peuple, avec parlementarisme absolu, pouvoir de ceux qui contrôlent l'urne législative? Le rôle d'une Constitution est-il de permettre à une majorité de gouverner à sa guise, ou est-il de fixer des limites infranchissables pour qu'aucune majorité ne puisse confisquer définitivement le pouvoir au peuple? Quand les soutiens du régime sont en panne d'arguments,
ils annoncent que le Conseil constitutionnel seul est capable de dire si le droit a été respecté ou violé. Ils comptent sur une institution à la solde de Pharaon pour valider un autre crime contre la démocratie. Mes chers amis, la conformité d'une loi dépend-elle de sa cohérence avec les principes, articles 2 et 64, ou simplement de l'opinion d'une institution nommée par celui qui bénéficie de la loi? Le juge peut-il rendre constitutionnel ce qui par nature évince le peuple de sa souveraineté? Le raisonnement de certains suggère que la Constitution est une matière plastique malléable par le Parlement. Mais si tout est interprétation et organisation, la Constitution protège-t-elle encore le peuple? Ou ne protège-t-elle plus que la continuité de ceux qui détiennent la plume pour la réécrire? Si le constituant peut tout faire sans limite, même violer ses propres principes de non-rétroactivité, alors la Constitution n'est plus une protection, mais une arme arbitraire. Est-ce qu'un principe démocratique et républicain permet qu'un mandat présidentiel, qui est par définition une délégation temporaire et personnelle du peuple, puisse être achevé par une personne qui n'a reçu aucun suffrage, direct ou indirect, pour cette fonction précise? Si nous acceptons qu'une modification peut confier le reste d'un mandat à un successeur désigné, ne sommes-nous pas en train de valider une attribution de l'exercice de la souveraineté à un individu, ce que l'article 2 alinéa 1 interdit formellement en disant « Aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice ». En d'autres termes, l'évolution dont certains parlent n'est-elle pas en réalité une rupture de l'ordre républicain au sens de l'article 64, puisque le pouvoir ne vient plus du peuple, mais de la signature du titulaire précédent? Certains prétendent que la création d'un vice-président ne modifie pas le mandat. C'est faux. Si le mode de succession change, la nature même du mandat change. On passe d'un mandat personnel et temporaire à un mandat potentiellement transmissible. Des gens se permettent de traiter la création du poste de vice-président comme une simple mesure d'organisation administrative, comme si on créait un nouveau ministère. Mais en réalité, la succession présidentielle n'est pas une question de gestion de l'État, c'est le cœur de la dévolution du pouvoir. Prétendre que cela ne touche pas aux conditions de l'élection passée est faux. Lorsque le peuple a voté, il a accepté un contrat où, en cas de malheur, le pouvoir revenait à une personnalité précise, président du Sénat, pour organiser une élection rapide. Changer le successeur en cours de route pour un nommé qui achève le mandat, c'est modifier la destination finale du vote émis par les citoyens. En droit public, l'effet immédiat d'une loi nouvelle est la règle pour assurer l'évolution des institutions. Mais il existe une limite, la sécurité juridique et la hiérarchie des normes. Une loi nouvelle ne peut pas porter atteinte à une situation contractuelle dont les éléments essentiels ont été fixés. L'élection présidentielle est l'acte par lequel le peuple délègue sa souveraineté à un individu précis, pas à un ticket ou à un successeur désigné après coup. Permettre au président de nommer son successeur maintenant, c'est lui donner un pouvoir que le peuple ne lui a pas concédé lors de son investiture. Appelé réaménagement architectural, le fait de substituer la nomination au suffrage universel est une acrobatie sémantique audacieuse qui ne trompe que les naïfs. En droit, une élection est un contrat entre le peuple et un élu sur la base de règles précises. Modifier le successeur constitutionnel en plein mandat, c'est modifier l'objet même du contrat électoral. Si l'article 2 dispose que la souveraineté appartient au peuple, aucune application immédiate ne peut légaliser le fait qu'un individu nommé par décret vienne achever un mandat pour lequel il n'a jamais été élu. L'architecture dont parlent certains ressemble fort à une construction qui contourne l'article 64. Ils prétendent réformer l'État, mais ils ne font que privatiser la succession. Une république où le dauphin est nommé n'est plus une république. C'est une monarchie qui n'ose pas dire son nom. Le 12 octobre 2025, un contrat a été scellé. Ce contrat stipulait que si le titulaire du pouvoir défaillait, le peuple reprenait son bien via une élection organisée par le Sénat. Prétendre que l'on peut changer ce mode de succession immédiatement est une fraude à la Constitution. Pourquoi? Parce qu'une révision constitutionnelle est faite pour l'avenir, pas pour corriger le destin biologique d'un homme en cours de mandat. Parce qu'en l'absence de dispositions transitoires explicites votées par le peuple et non par un parlement aux ordres, le mandat de 2025 reste régi par les règles de 2025.
En introduisant un vice-président héritier, le régime opère une expropriation de souveraineté. On vous a demandé de voter pour un pilote et on vous impose un copilote que vous n'avez pas choisi pour prendre les commandes en plein vol. Certains politiciens véreux invoquent la transition de 1982 pour justifier celle de 2026. C'est un anachronisme malhonnête. En 1982, le Cameroun vivait sous le monolithisme du parti unique. Prétendre que ce qui était acceptable dans un système non démocratique doit le rester dans une république qui a inscrit le multipartisme et la souveraineté du peuple, article 2 dans son marbre constitutionnel, est un aveu. Le pouvoir RDPC ne veut pas d'une élection, il veut une succession dynastique. En invoquant 1982, il confirme que sa réforme viole l'article 64 car elle est une atteinte flagrante aux principes démocratiques en transformant la présidence en un legs privé. Pour achever leur forfaiture, il a fallu franchir le mur de l'article 64 alinéa 3. Aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à la forme républicaine de l'État et aux principes démocratiques. Qu'est-ce que la forme républicaine? Ce n'est pas seulement avoir un drapeau et un hymne, c'est l'électivité du pouvoir. Une république où le successeur est nommé par décret n'est plus une république, c'est une héritocratie. L'article 64 interdit de transformer la présidence en un bien meuble que l'on transmet par testament politique. Par conséquent, toute révision visant à instaurer une vice-présidence de succession immédiate est nulle de plein droit. Elle n'est pas seulement discutable, elle est inexistante au regard du droit constitutionnel pur car elle viole la clause d'éternité du Cameroun. Certains turiféraires du régime admettent que la réforme est une réponse au doute sur la capacité physique du président. Ils proposent donc de soigner le symptôme, l'inquiétude, plutôt que la cause, l'incertitude électorale. En créant un successeur désigné, on calme certes la spéculation, mais on supprime le droit du peuple à trancher lui-même en cas de vacance. Si la stabilité est menacée par l'état de santé du dirigeant, la solution républicaine n'est-elle pas de revenir devant le peuple, article 2, plutôt que de lui imposer un remplaçant non élu? La stabilité justifie-t-elle que l'on mette la démocratie entre parenthèses? D'autres évoquent des frictions bureaucratiques entre le secrétariat général de la présidence et la primature. Ils justifient cette modification de la loi fondamentale, le texte sacré, par des problèmes d'organisation administrative. C'est comme si on changeait les fondations d'une maison parce que les rideaux sont mal accrochés. Est-ce qu'une difficulté de coordination entre un ministre et un secrétaire général est un motif suffisant pour modifier la structure de la souveraineté nationale? Ne peut-on pas régler des problèmes de bureautique par décret plutôt que par une révision constitutionnelle qui touche au mode de dévolution du pouvoir? On a entendu des gens expliquer pourquoi c'est pratique, en disant que c'est pour mieux coordonner l'État. Mais ils ne répondent pas à la question de savoir si c'est juste au regard des articles 2 et 64. On nous explique que le vice-président est un lubrifiant pour la machine administrative. Mais un individu peut-il devenir le chef d'un peuple souverain juste pour faciliter la fluidité décisionnelle de la bureaucratie? Le peuple est-il au service de l'administration ou l'administration au service du peuple? Ils vous diront que c'est pour la stabilité. Ils vous diront que c'est pour la continuité du service public. Mais répondez-leur que la République n'est pas une régie de transport. On ne gère pas la souveraineté comme on gère un planning de bus. La stabilité sans légitimité est une prison. La continuité sans le peuple est une imposture. En utilisant les failles de l'article 2 pour contourner l'interdiction de l'article 64, le régime RDPC ne réforme pas le pays. Il le braque. Il ne prévoyait pas l'avenir. Il organisait sa propre survie au mépris du contrat de 2025. Il vous parle de mesures de prudence pour éviter le vide. Mais comment peut-on invoquer un vide juridique alors que l'ordre successoral actuel, via le Sénat, est parfaitement clair et fonctionnel? L'urgence qu'ils décrivent n'est-elle pas une urgence politique plutôt qu'une nécessité juridique? Ils disent que la substance de la République réside dans la permanence de ses services. Si l'on suit cette logique, n'importe quelle autorité de fait, même non élue, serait légitime dès lors qu'elle fait ramasser les ordures et fonctionner les ministères.
En quoi leur définition de la République diffère-t-elle alors d'une simple gestion de copropriété où l'avis des copropriétaires, le peuple, est jugé secondaire face à l'efficacité du syndic? Enfin, ils qualifient le respect de la loi fondamentale de luxe. Mais la Constitution est-elle un luxe pour les temps calmes ou est-elle au contraire le seul rempart contre l'implosion lors des crises? Si à chaque fois que la stabilité est invoquée, la volonté populaire doit s'effacer, ne sont-ils pas en train d'admettre que pour eux, la République n'est qu'un décor et que la seule réalité est le maintien d'un système au-dessus du droit? Le droit ne doit plus être leur jouet. La souveraineté n'est pas leur héritage. Elle est à vous. Ne la laissez pas s'éteindre sous le poids de leurs arguments fallacieux.